Est-ce que l'offre publicitaire digitale est selon vous à la hauteur des attentes du secteur? Je vais commencer par toi, Sonia, puisque tu es acheteuse pour le compte d'un certain nombre de marques. Et en fonction de ce que tu vois, de ce que les supplies, donc les fournisseurs de contenu te proposent, est-ce que tu penses que c'est à la hauteur de ce qu'attendent tes clients annonceurs dans le secteur mode beauté? Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, l'offre, elle est tout à fait, elle répond tout à fait au code des industries de la mode et de la beauté par la richesse des inventaires, la richesse des formats, toutes les opportunités qu'il peut y avoir en termes de storytelling et de personnalisation. C'est vraiment des choses qui répondent tout à fait au code de ces industries-là. Après, je pense que l'enjeu qu'il y a pour le programmatique en règle générale, c'est peut-être qu'il faut réenchanter ce levier pour justement aller séduire les annonceurs mode et beauté qui sont encore un peu parfois frileux face à ce levier-là. Donc c'est un de ces enjeux auxquels il faut que nous on réponde. Et ça passe par réinjecter la créativité dans les contenus, ça passe par aussi revaloriser le contexte, ça passe par faire vivre une vraie expérience digitale aux utilisateurs et prouver aux marques qu'elles peuvent vraiment éditorialiser leur offre sur les écrans digitaux de la même manière qu'elles peuvent le faire en RP et dont elles ont l'habitude de le faire en RP. Merci Sonia. Ali, quelle est ton observation sur justement cette offre publicitaire? Toi qui es justement fournisseur de solutions pour ce secteur, tu penses que tu es à la hauteur, j'allais dire? Je dirais qu'il y a deux sujets du coup. Permettre aux marques de refaire vivre leur site e-commerce. Donc s'affranchir un petit peu des plateformes de certains membres GAFA. Donc ça veut dire que maîtriser tout le canal de distribution, de commercialisation de produits sur la partie digitale. Et aussi généraliser de plus en plus la partie drive to store, c'est-à-dire faire générer du trafic dans les points de vente. Donc on commence à le voir dans la partie programmatique, on le voit beaucoup sur la partie opération spéciale. Mais sur la partie programmatique, je pense qu'on n'est pas encore très mature sur le sujet en termes de volume de campagne. Merci Ali. Quand c'est pas à la hauteur au niveau du volume de campagne, ça veut dire que sur le programmatique, il y a peut-être des formats qui sont mal gérés et qui seraient des formats créatifs, qui répondraient peut-être aux demandes et aux besoins de mode beauté et qui fait que peut-être sur le programmatique, ça ne matche pas bien. C'est peut-être ça? Alors, je dirais que c'est surtout parce qu'on est surtout sur une notion de notoriété sur la partie deal programmatique, notamment dans les PMP. C'est surtout ça au début l'objectif. Mais on peut aller plus loin, associer cette partie perf, c'est-à-dire générer du drive to store et générer du trafic en magasin. Merci Ali. Bastien, ton avis sur l'offre que tu peux fournir, est-ce qu'elle répond aux attentes des annonceurs? Effectivement, alors je pense que l'offre, elle est à plusieurs niveaux. Si on parle digital au global et pas uniquement de programmatique. Je vais dézoomer de nouveau. Le mot clé. Et en fait, je dirais qu'effectivement, les marques, ce qu'elles attendent, c'est non plus seulement qu'on les accompagne sur le message, donc qui est vraiment la forme et la fin finalement de la scénarisation de la communication, vraiment sur qui sont mes consommateurs, qu'est-ce qui les intéresse, comment est-ce que j'arrive à recréer un contrat de confiance avec eux et à vraiment m'intéresser à leurs besoins de 2019-2020, pas de 2010. C'est aussi une notion importante. Et après, effectivement, donc nous, on a des discussions maintenant à tous les niveaux avec les cellules agences et annonceurs à ce niveau-là. Et ensuite, effectivement, sur comment adresser ces cibles-là, avec quel message, dans quel contexte, avec quel format. Aujourd'hui, effectivement, le problématique de la volumétrie, quand on parle de programmatique, est assez importante parce que très souvent, on repart donc dans l'hyper-personnalisation dont on parlait avant. Qui dit hyper-personnalisation dit hyper-ciblage avec des volumes très restreints, ce qu'on appelle finalement des micro-volumes. Et finalement, même si on multiplie micro-volumes, ça fera toujours un micro-volume à la fin. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est comment je fais pour revenir un petit peu en arrière, pour repartir sur des cibles un petit peu parentales, on va dire, en termes d'organisation, et pour finalement que ce soit scalable et que ça ait un vrai impact sur les ventes, quand même. Merci Bastien. Jérémy. Alors si la question est est-ce que notre offre répond aux besoins du marché, j'ai envie de te dire oui. Non mais alors moi je vais pas dézoomer, je vais retourner la question. Le sujet, c'est un vrai gros enjeu, c'est à un moment donné le sujet de la pédagogie auprès des annonceurs aussi, puisque il y a des trading desks, il y a des agences, il y a des éditeurs, on est tous là quand même faisant partie d'un écosystème global, et à un moment donné il y a un vrai besoin de pédagogie, puisque encore aujourd'hui dans le secteur de la mode et de la beauté, mais dans plein de secteurs également, on est dans
ont quelque chose qui dit je veux la meilleure performance, le moins cher possible dans le meilleur cadre de diffusion. Et ça donne des choses où, mine de rien, je ne vais pas dévoiler d'immenses secrets, mais là où le besoin de brand safety d'une marque l'inciterait à aller plutôt vers une logique de programmatique garantie sur une PMP bien spécifique, avec un fort niveau de CPM sur des sites qui sont whitelistés, incroyables, etc. On se retrouve dans des situations où on veut cette whitelist, on veut le niveau de qualité de diffusion, on veut le contexte, mais on veut un CPA à 5 €. Et ce que ça donne sur le marché, et je pense qu'il y a une partie du désenchantement qui peut être créé aussi là-dessus, ça donne des deals qui sont en partie opérés dans le cadre de deals avec des éditeurs ou en partie opérés dans le cadre de programmatique garantie. Et bizarrement, on voit passer exactement la même campagne en open auction sur des sites qui sont un peu moins whitelistés, ou des fois même on a des bids qui essaient de passer sur nos sites à nous, qui fait que le trader fait bien son boulot parce qu'il va chercher le niveau de performance qui est attendu, mais on se retrouve dans une situation où, comme on demande de la performance, du contexte, un whitelisting, un niveau de visibilité, etc., enfin, faut le faire simple, hein, on peut pas le faire à 30 centimes CPM, quoi. Enfin, concrètement. La brand-formance a un prix. La brand-formance a un prix, elle a un prix, il faut donner ce prix, il faut être transparent sur ce prix, il faut que les agences fassent le job d'expliquer qu'à ce prix-là, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, et ça évitera des situations où, en fait, il y a des deals qui sont ouverts sur nos sites, qui sont bidés pendant 48 heures, le temps de faire les captures d'écran en se disant c'est chouette, je suis sur ce super site ultra CSP+, pour derrière aller tout balancer en open auction sur un réseau à la perf, génial, mais qui ne correspond pas au setup. Et on se parle de transparence, on se parle de pas mal de choses. À un moment donné, il faut que ça aille aussi avec la pédagogie. Il faut qu'on soit tous alignés sur ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et nous, on est en bout de chaîne là-dessus. Hein. Ouais, Bastien. je me permets juste d'ajouter, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec Jérémy. Et dans ce coup-là, très souvent, la valeur de la data est une notion importante, puisqu'en fait, finalement, on peut parler tous ensemble de c'est quoi la valeur d'une data, le coût d'une data. Personne ne va être d'accord, puisque finalement, on voit bien qu'il y a des typologies de data très différentes, de la navigation jusqu'à l'intention, voire jusqu'à des données de panier. Et on voit bien que ça, effectivement, ça fait partie de la pédagogie. Alors déjà aussi, un peu de bonne foi de la part de chacun des acteurs dont on fait partie, hein, un peu de bonne foi sur ce que ça vaut vraiment, donc la data qu'on met à disposition, quelle est la récurrence, comment elle a été créée, quelle est la taxonomie. Il y a quand même des sujets très forts autour de la data. Comment la valeur est distribuée. Comment la valeur est redistribuée derrière. Et derrière, effectivement, il y a la performance. Mais déjà, encore une fois, si on touche la bonne cible et qu'on est persuadé qu'on paye le bon prix, tout le monde sera content et on verra bien qu'on en tirera un bénéfice, qu'il soit côté annonceur ou qu'il soit côté publisher. Et tout le monde le fait très honnêtement pour essayer d'atteindre ses objectifs. Hein. Concrètement, je pense qu'il n'y a aucune mauvaise foi de la part de qui que ce soit sur le marché. Le seul point, c'est qu'à un moment donné, tout le monde parle de transparence. On ne se parle pas de la même chose au niveau de la transparence, quel que soit l'échelon. Et on est sur un secteur où la valeur de la marque est quelque chose qui est érigé comme un totem, où parfois les campagnes sont plus drivées par les directions artistiques que par les personnes qui sont là pour opérer les campagnes. Et à un moment donné, c'est pas au trading desk ou c'est pas au publisher de supporter le côté illogique parfois des demandes qui sont faites sur le marché. Après, tout le label digital. Ali, merci, Jérémy. D'où le label Digital Ad Trust, qui est une belle initiative qui va permettre de réassurer aussi les annonceurs directement, parce que ça s'appuie sur plusieurs critères, la transparence, l'expérience utilisateur, la visibilité et la fraude après safety. Donc ça, c'est des initiatives qui vont permettre de rassurer les annonceurs et de permettre au trading desk de savoir où il va diffuser sa campagne et de maîtriser son contexte de diffusion. Mais tu peux pas utiliser Digital Ad Trust en open auction. Ouais, donc à un moment exactement. donné, ça veut dire aussi qu'il y a une valeur à attribuer en face, qui est une valeur connue de tous, puisque à date aujourd'hui, je peux pas dire que je fais de la programmatique optimisée avec le CPM le plus bas en faisant du Digital Ad Trust. Quoi. Non, mais c'est pour ça que je suis d'accord, mais c'est pour ça que j'invite vraiment les sites à intégrer ce label, parce que là il y en a 94, presque une centaine. Je crois, même Ouais, ça doit être ça. Et ça fait quand même une volumétrie qui commence à être intéressante par rapport à l'année dernière où il y avait beaucoup moins de sites. Et là, effectivement, tu es un peu obligé de faire de l'open parce que tu dois compléter ton volume et respecter le budget de diffusion de ton annonceur. Et l'open, c'est pas mal. Hein. À un moment, on peut faire de la perf aussi avec de l'open et on peut atteindre ses KPI, il n'y a pas de souci, mais c'est un mix. Quoi. Ouais, C'est exactement. C'est un mix. On se rend bien compte que tous les secteurs qui sont quand même très spécifiques, comme la mode et la beauté, à un moment donné, sur X%, mais très souvent la majorité des campagnes, embarquent de la data parce que c'est plus suffisant d'être dans un contexte, d'être juste en brand safety, ce qui est déjà la base, qui devrait être la base de la plupart des secteurs. Et maintenant, ils vont beaucoup plus loin et encore une fois, c'est dans la proximité avec leurs différentes typologies de consommateurs. Il faut dire que la plupart des éditeurs premium dans un secteur ont tendance à blacklister le secteur dans l'open auction. Donc à un moment donné, la data sert aussi à aller adresser la bonne personne hors du contexte à des prix qui sont un peu moins élevés également. Bien sûr. Tout à fait.
Je peux ajouter un dernier point sur les offres. Dernier Parce que point, je Bastien. repense à un truc. C'est qu'en fait, dans les offres des publishers, parce que c'est un peu ça dont on parle aujourd'hui, la plupart des publishers sont essentiellement digitaux, donc pas tous. Je parle des éditeurs qui sont féminins ou même plus généralement beauté mode, parce que c'est pas un sujet que féminin. Ils ont beaucoup de données de navigation, mais souvent, très souvent, manquent de données finalement d'intention d'achat et d'insight consommateur aussi. Moi, je voulais quand même faire un petit aparté, c'est qu'on a beaucoup décrié les forums et les espaces communautaires jusqu'à aujourd'hui. Les espaces communautaires sont en fait un formidable levier aujourd'hui pour en savoir plus. Grave. Exactement. Et si c'est bien géré, évidemment, c'est une modération qui est là, etc., dans tout le travail éditorial. Mais en tout cas, c'est une vraie plus-value pour les marques de connaître finalement les discussions entre les différentes personnes des communautés, pour connaître finalement des vrais insights sur les produits, en dehors des espaces, des marques dans lesquels les utilisateurs ne se retrouvent pas forcément ou ne se sentent pas forcément avec une parole tout à fait libérée.